l'option cinéma audiovisuel du lycée de La Flèche et son aile de Constant reçoit Théo Degen, qui donc est un réalisateur ayant produit le film L'enfance à la vente. Que nous avons vu hier. Donc tout d'abord, est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi, te présenter un petit peu? Le film que vous avez vu, du coup, c'est mon film de fin d'études de l'INSES, qui est une école à Bruxelles. Moi, je suis belge de base et voilà, j'ai terminé mes études avec ce film qui me tient particulièrement à cœur. Mais voilà. Tout d'abord, comme première question, dans le titre, on voit que tu évoques l'animal, la salamandre. Pourquoi? Quel rôle a cet animal dans ton film? La question c'est un peu imposé à moi parce que donc, le film raconte une histoire de deuil d'un adolescent qui essaie de communiquer avec son père qui est donc décédé. Et pour ce faire, du coup, il écrit des lettres qui brûlent. Je sais pas à quel point ces choses-là sont vraiment claires dans le film, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi je faisais quand j'étais adolescent. C'était que j'écrivais des lettres que après je brûlais et je pensais que de cette manière-là, je pouvais communiquer avec un monde où existeraient encore les fantômes des gens qui ont existé sur Terre, quoi. Et du coup, le but de ce film, c'était un peu de raconter ça et de rendre ça possible. Et le personnage, du coup, il a un objectif qui est même d'aller... il aimerait bien faire comme les lettres, en fait. Il aimerait traverser, lui aussi. Si on voit le feu comme une porte, lui, il aimerait passer à travers cette porte-là. Et du coup, il me fallait un animal... En fait, la salamandre, il y a cette légende que c'est un animal qui pourrait vivre dans le feu ou dont la peau résiste au feu. Et du coup, il y avait cette idée que l'enfant salamandre, du coup, peut passer à travers le feu sans se brûler ou sans se faire du mal, quoi. Après, dans le film, on voit qu'il y a d'autres personnages qui interviennent, notamment une petite fille avec un déguisement de Batman. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le personnage? Pourquoi ce déguisement? Pourquoi cette petite fille? Quel rôle elle a dans le film? Le film se passe dans un lotissement, donc un village un peu à l'américaine où toutes les maisons se ressemblent. Moi, j'ai grandi là et donc j'avais un peu cette idée de montrer différents types de solitude qui apparaissent à l'adolescence dans ces quartiers-là. Parce que comme moi j'étais ado dans ce quartier, pour la raison je me sentais un peu solitaire et du coup j'étais un peu un garçon bizarre. Mais en fait tous les ados avec lesquels j'ai grandi, que ce soit ceux avec lesquels j'étais ami, ceux avec lesquels j'étais pas ami, où il y avait des conflits, on porte tous des solitudes et donc l'idée de ce film c'était d'en raconter plusieurs. Il y avait donc Florian, il y avait les trois mecs dans le film, les trois personnages qui le bolossent un petit peu. Eux c'est des vrais personnages aussi, ils existent et ils sont incarnés par eux-mêmes parce qu'ils viennent du coin. Et eux aussi ils ont entre guillemets des problèmes dans leur vie qui fait qu'ils ont ce comportement un peu violent, etc. Et donc c'est pas gratuit. C'est un peu ce que j'ai pas réussi à faire dans le film, c'est que comme c'est un court-métrage, ils sont finalement assez méchants. Enfin, c'est les méchants du film. Alors qu'en vrai, c'est pas ça. Et l'idée, c'était d'arriver à... mon idée de base, c'était de donner du relief à chaque personnage. Et d'où ce personnage de Batman, qui est donc, une petite fille qui se déguise en Batman parce que... Alors là, on peut interpréter ça de plein de manières possibles, mais en tout cas, sa solitude à elle, c'est qu'elle n'a pas envie d'être une petite fille, elle a envie d'être un super-héros, quoi. Elle a une dizaine d'années. Et c'est pour ça qu'elle porte tout le temps un masque, et qu'elle se raconte, qu'elle s'invente des histoires, en fait. C'est parce qu'elle est pas, comme beaucoup d'entre nous, elle n'est pas heureuse avec ce qu'elle est à ce moment-là de sa vie, quoi. Et tu t'es inspiré de quelqu'un pour créer ce personnage? C'était pas vraiment inspiré, j'ai pas rencontré de personnes qui portent un masque, etc. Mais ça, c'était inspiré d'une personne qui est très maladroite avec ses gestes et tout ça, mais voilà, pas directement, quoi. Et on voit aussi, du coup, tu as parlé tout à l'heure d'un deuil, le deuil de son père, donc. Et on aperçoit d'eau la mère au début du film. Pourquoi as-tu choisi le père et pourquoi cette mère est très peu présente finalement dans le film? Il y a plusieurs raisons. La première et la plus bête, je pense, c'est parce que simplement c'est un court-métrage, donc je ne pouvais pas développer le personnage de la mère aussi à ce moment-là. Et puis l'autre raison, c'est quelque chose de tout à fait personnel, qui était que moi, quand j'étais adolescent, j'ai vécu le deuil de mon père. Du coup, c'était important pour moi que cette histoire, ce film raconte ça, en fait. Et puis, pourquoi est-ce que la mère est là dans ce rôle très inexistant? C'était pour souligner la solitude du personnage et aussi le fait qu'en fait ce deuil-là, on ne sait pas d'ailleurs dans le film comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça n'impacte pas que Florian, ça a aussi impacté sa maman d'une certaine manière, et elle n'est plus capable d'être un soutien pour lui à ce moment-là, quoi. Et donc lui est livré à lui-même en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a cette image où c'est vraiment un personnage fantomatique qui n'est plus là, quoi. Et c'est vrai que dans le film, j'avais un peu cette envie
les enfants, enfin, les adolescents sont livrés à eux-mêmes, quoi. Les parents sont soit absents, sont soit absents mais vivants, soit très présents mais dans notre tête, quoi. Et donc depuis tout à l'heure, tu parles de Florian, qui est donc le personnage principal de ton film. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur lui, qui il est, comment tu l'as rencontré Tout à fait. Donc Florian, c'est un garçon que j'ai rencontré dans le village dans lequel se passe le film, donc où j'ai grandi, et où lui il a grandi aussi. Et ça a toujours été un peu, depuis que moi quand j'ai commencé à habiter là, j'avais 12 ans à peu près, et il a toujours été un peu le môme, un peu rejeté de tout le monde. Il passait sa vie vraiment à traîner dans le village, il se faisait un peu boulier, il parlait à tout le monde. Et moi je jouais au foot avec lui, avec les autres ados, et là pareil, il se faisait un peu bolos par tout le monde parce qu'il est un peu agressif, il a du mal à se concentrer, etc. Et quand moi j'ai commencé à vouloir faire des films, donc l'année avant que je rentre à l'école de cinéma, je devais tourner un film, j'avais écrit un truc que je voulais tourner l'été. C'était une histoire d'adolescence aussi. Et du coup, je sais pas, il m'a toujours intrigué un peu Florian parce qu'il a une espèce de présence comme ça, c'est quand même c'était un enfant particulier, quoi. Et donc je lui ai proposé de jouer dedans, il n'avait rien à faire, il était ok, il était en mode genre ouais si tu veux, quoi. Et en fait c'était une trop belle rencontre, et depuis, donc il avait 10 ans à l'époque, et moi genre 16. Et bon, c'est un film qui n'est jamais sorti, en bref, un truc, premier film qu'on fait un peu, voilà. Et depuis, on a fait tous les exercices que j'ai fait à l'école, je les ai fait avec lui. Et pour en arriver à ce film-là, quoi. Mais donc c'était important pour moi que ce soit lui qui joue ce rôle-là. Tu disais donc que tu avais fait plusieurs films auparavant. Est-ce qu'ils ont tous traité du même sujet, donc beaucoup dans l'imagination aussi, ou dans la famille, etc., ou tu as essayé de diversifier quand même tout ça? Ouais, après, je pense que voilà, les films qu'on fait, on maîtrise pas trop les sujets qu'on va traiter, quoi. Moi, c'est des choses qui se sont un peu imposées à moi, mais en tout cas, la question de l'imaginaire et de la fuite par l'imaginaire, c'est, je pense, quelque chose qui va me suivre et que j'ai toujours traité, même si les autres films dont je parlais, c'est plutôt des exercices. C'est-à-dire que ce film-ci, c'est mon premier film de fiction. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus sur ce thème, pourquoi l'imaginaire, comment tu l'as représenté aussi dans ton film, à travers quel élément, quel personnage, et ouais, surtout pourquoi c'est aussi important pour toi d'en parler? Je pense que c'est des expériences un peu de vie. En fait, ce qui est bien entre guillemets avec l'imaginaire, c'est que tout est une histoire de croyances. Donc moi, je me suis créé des croyances qui étaient que je pouvais communiquer en écrivant des lettres, etc. Et que du coup, il y avait un échange, etc. Et le fait que ça, dans ma tête, ce soit réel, ça a rendu mon deuil possible, entre guillemets. Et du coup, là, avec ce film, en fait, c'est toujours un petit peu le même processus. Mais je pense que de plus en plus, aujourd'hui, les récits et la fiction, c'est extrêmement important parce que on est plongé dans le monde qui est ce qu'il est et qu'il faut pouvoir en sortir, quoi. Et je pense que l'imaginaire et ce qu'on vit dans les rêves ou dans nos têtes, c'est pas moins valable que ce qu'on vit dans la réalité. Par exemple, je travaille sur un film pour le moment qui essaie de dire que ce qui arrive aux personnages dans leurs rêves est tout aussi réel, voire plus que ce qui leur arrive dans leur vie, entre guillemets. Et en fait, je crois très fort en ça, en le rôle de la fiction pour pouvoir vivre, quoi. Est-ce que tu penses pouvoir faire mieux dans les projets futurs? Mieux, je sais pas. De toute façon, c'est pas vraiment quantifiable tout ça. Mais c'est vrai que c'est tant mieux qu'il ait plu à autant de gens, mais c'était avant tout pour moi que je le fais, entre guillemets, même si on fait jamais les films que pour soi. Mais c'est pareil pour la suite, il faut que les choses viennent, et puis si ça prend du temps, ça prend du temps. Mais puis c'est toujours un peu flippant de se dire c'est un court-métrage, mais non, moi j'ai envie de faire des longs-métrages. Décliner des histoires comme ça sur plus longtemps, c'est pas forcément. Ça fait un peu peur. Tu as quand même aimé les courts-métrages réalisés? Ah ouais, bien sûr. J'adore, moi je suis trop fan, mais là par exemple, j'ai créé un autre court-métrage parce que je me sens pas encore tout à fait prêt à faire un long-métrage. Je pense qu'il faut que j'en réalise encore un avant, aussi parce que le long-métrage ça prend vraiment du temps à se financer. Et puis je pense aussi qu'il y a une affaire de temporalité, où faire un court-métrage c'est plus court, ça prend moins de temps. Là dans mon processus créatif pour la suite, j'ai très envie de faire un film qui parle de la mère de mon père, de ma grand-mère. Et dans cette idée-là qui est assez âgée, qui a 91 ans, 91 ans. Et en fait dans cette idée-là, je me dis que j'ai pas le temps en fait d'écrire
un long film qui va prendre 4 ans d'écriture, 2 ans de financement avant de tourner ce film parce qu'on ne sait pas trop ce qui arrive, quoi. Question un peu plus technique, dans tes tournages, qu'est-ce que tu utilises comme déjà caméra et matériel? Et aussi, du coup, à un moment, ton personnage principal, donc l'enfant, se transforme en salamandre et le costume est particulièrement bien réalisé. Du coup, comment tu as pu en arriver à un tel résultat? Alors, pour la première partie la deuxième partie de la question sur l'enfant, sur le costume, on a fait fabriquer une prothèse par Florence Tonnet, qui est une femme qui habite à Bruxelles et qui travaille dans le cinéma, qui fait des blessures, des prothèses, des choses comme ça. Bon, on a eu de la chance. Après, je trouve qu'on sent qu'il y a un petit côté homemade dans le film, où certes le costume il est super et moi je suis ravi de ce costume, mais on sent pas un effet carton-pâte, mais je trouve qu'on voit la prothèse. Mais je trouve ça assez chouette, enfin, j'aime bien ce côté-là de l'effet du déguisement en fait, du costume. Donc on a emmené Florian dans un atelier où il s'est fait plâtrer la figure complètement. Et donc ça, pour lui aussi, c'était une aventure en fait. Parce qu'on lui a fait vraiment un costume de monstre, entre guillemets, sur mesure, quoi. Il avait des trucs à enfiler sur les bras, sur les jambes. Donc il n'y a pas d'effets spéciaux du tout dans cette chose-là. Et puis la première partie de la question sur la caméra, etc. Bon bah là, si Chichi était là pour vous en parler, donc Chichi, Anne-Garé Chichi Fallis, qui est le chef, il vous en parlerait mieux que moi. Mais là, pour ce film, en fait, ce qui était particulier, c'est qu'on tournait en numérique avec une Alexa, je pense. Sauf pour toutes les parties du film qui se passent dans le monde imaginaire, même si j'aime pas trop ce terme, parce que du coup, ça sous-entend qu'il n'est pas réel, mais dans le monde des morts en quelque sorte. Tout ce qui se passe à cet endroit-là, c'est tourné en pellicule, avec une caméra 16 mm, une Aton, qui donne du coup ce rendu où on est dans une représentation de la réalité dans le film, qui nous est assez habituelle et commune à ce qu'on voit à la télé, etc., dans le traitement de l'image et tout. Et puis quand il passe dans cette autre réalité, tout d'un coup, on a ce support qui est le 16 mm qui fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vivant tout de suite dans l'image. Il y a du grain, de la matière et surtout un support matériel qui est la pellicule. Bon, c'est pas forcément palpable quand on va au cinéma et qu'on le voit, mais pour moi c'était important. Un support matériel qui sauvegarde ces images comme une espèce de mémoire, quoi. Et aussi le 16 mm, il y a quelque chose d'intéressant dans ce travail-là. Moi, c'était la première fois que je travaillais avec du 16. On sacralise beaucoup plus ce qu'on fait. Du coup, on travaille de manière beaucoup plus concentrée. Et aussi, comme on a très peu de pellicules, puisque ça coûte cher, on se prépare beaucoup mieux. On a une rigueur de travail qui est tout à fait différente, parce qu'on sait qu'à partir du moment où le cadreur va tourner et qu'on va entendre le bruit de la pellicule qui tourne, voilà, c'est du temps qui passe et qu'on ne peut pas se louper, quoi. Donc là, on pouvait faire 1 ou 2 prises maximum. Et ça force une rigueur de travail et une atmosphère sur le plateau qui est très très différente et très agréable. Même s'il y a aussi un stress qui fait que ça file et si tu te loupes, quoi. J'ai tourné un autre film cet été, donc 1 an après L'Enfant Salamandre. On l'a tourné exclusivement en pellicule, on n'a fait que du 16 mm. Et du coup, c'est encore différent parce que dans L'Enfant Salamandre, ce qui se passe dans le monde imaginaire, c'est des choses assez posées avec des postures qui sont pas chorégraphique, mais je veux dire, il n'y a pas de dialogue, de scène d'enjeu, c'est plutôt de la poésie comme ça qui repose sur les cadres et sur le positionnement des corps dans l'espace. Et là, tourner en pellicule avec des dialogues et des scènes, des caméras qui bougent, etc., c'est encore autre chose, quoi. On accorde une valeur à l'image plus importante que quand on tourne en numérique. Est-ce que tu as eu des inspirations pour créer ce film? Est-ce que tu t'es basé sur certains réalisateurs ou certains films qui t'ont inspiré donc? Il y a en particulier les deux cinéastes qui ont vraiment forgé aussi mon désir de cinéma, je pense, ma manière de travailler et mon envie à ce moment-là du processus. C'était d'une part Bruno Dumont, et notamment avec la série Petit Quinquin, qui a cette espèce de chose qui est assez belle d'avoir des personnages qui sont en même temps très rigolos parce qu'ils sont soit maladroits, soit qu'ils ont une manière d'être un peu marrante, mais qui en même temps sont regardés avec une grande tendresse. Et c'est un peu ça que j'essayais de faire, qui m'a inspiré dans le personnage de Batman, c'est que voilà, c'est un personnage qui est un peu à côté de ses pompes en fait, ou du moins c'est ce qu'on croit, qui est très maladroit avec son corps, etc. Mais qu'en même temps, toutes ces choses-là qui nous font rire grandissent le personnage, quoi. Je pense que j'aime beaucoup les films d'atmosphère, les films où il y a une atmosphère particulière et une mise en scène particulière. Et à ce niveau-là, pendant toute mon adolescence, j'ai adoré, j'adore toujours d'ailleurs David Lynch, et vraiment beaucoup la série Twin Peaks. Enfin voilà, des gens qui travaillent avec des ambiances, des choses bizarres, qui travaillent avec l'espace et le temps de manière un peu étrange. Ah oui, et c'est ça, je voulais parler de Jaco Van Dormael aussi,
qui en plus m'a encadré sur ce travail, qui est un cinéaste belge qui a fait Toto le héros, Mister Nobody et Le 8e jour, et qui a cette espèce dans son écriture quelque chose de très onirique aussi, et de très poétique en fait, ce que j'ai adoré de mon enfance à maintenant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ce que tu as fait durant le tout court-métrage, donc tout le processus créatif de celui-ci? Je pense que c'est finalement assez classique comme processus, que ce soit en court ou en long métrage, mais comme j'ai tourné dans mon quartier d'adolescence, je connaissais vraiment tous les lieux, et donc il y a un truc qu'on a pu faire et qui je pense est très important, en tout cas pour moi, c'est j'ai pu écrire le scénario avec les lieux déjà, j'étais sûr que j'allais tourner dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. On a pu après repérer avec l'équipe technique beaucoup ces lieux-là. On faisait des réunions interminables avec Ngaré Faliz, Léo Duclos, donc le chef-op et le cadreur, et Lara Elnemer aussi, qui était la script de ce film, où on découpait le film. Il y avait le scénario qui était là et on était pendant toute la journée à table avec le scénario, on lit les choses, et ça commençait souvent par moi qui disais bon bah voilà, là pour cette séquence-là, j'imagine qu'on fait un plan large à cet endroit-là, on voit le bunker qui est là, on voit Florian qui marche sur le bunker, puis on fait un plan plus rapproché, et alors là Chichi me disait peut-être que c'est plus intéressant si on fait un plan où on voit dans le même cadre les bolos qui font du rap et Florian. Et puis ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé aussi avec Gabrielle Azouz, qui est la chef décoratrice du film. Même si on est tout le temps en extérieur, il y avait des choses qui étaient assez importantes, par exemple les petites boules de fumée qui permettent à Batman de pseudo-disparaître. Et ben ça, on a dû, ça fait partie vraiment de tout le plaisir un peu ludique, enfantin qu'on avait à faire ce film. Le Covid est arrivé 2 semaines avant le tournage, donc on a dû décaler, on devait tourner en avril, on a tourné en août. Toutes ces scènes tournées en pellicule dans le monde des rêves, en fait on a pris 10 jours en juillet où on ne tournait que 2 plans par jour, et en fait on se levait à 2h du matin et on allait tourner vraiment au lever du soleil dans les champs. Et alors on avait des lampes de poche, des chefs de file et des figurants, on les faisait rentrer dans les champs par les sillons laissés par les tracteurs comme ça. Dès que le jour commençait à se lever, on tournait 1 minute de plan. Après on remballait tout et on allait dormir, et on refaisait la même chose au crépuscule. Pendant la vraie session de tournage en août, on a tourné juste ce qui se passe dans le monde réel. 11 jours de tournage en août et je dirais 6 ou 8 jours de tournage en juillet, mais où on tournait 2 plans par jour. Enfin donc ouais, franchement on a eu beaucoup de jours, on a eu beaucoup de temps. Bon bah du coup merci à toi d'avoir répondu aux questions, et puis bah du coup je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur et donc tes projets en cours aussi. Bah merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.